Et ça y est, on est live. Hello à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vista Podcast, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire de leur travail un levier de transformation positive. Ce podcast est enregistré comme toujours en direct sur LinkedIn et YouTube et diffusé en replay sur Deezer, Spotify et YouTube. Si vous êtes en live avec nous, pensez à bien poser vos questions en commentaire, on y répondra pendant l'émission, on va essayer de rebondir avec ces questions-là sur les sujets du jour. La dernière fois, on a eu un petit décalage entre le direct et le chat et malheureusement, les dernières questions nous sont arrivées après qu'on ait coupé le live. Donc, pensez bien à les poser le plus tôt possible, c'est important. Moi, je suis Benjamin Mercier, je suis cofondateur de Gaia Connect, la porte d'entrée vers les métiers à impact positif. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore déjà chez Gaia, on est un collectif de plus de 300 mentors bénévoles. On est sur toute la France, on occupe des jobs à impact positif dans tous les domaines, hein, que ce soit le développement durable, l'environnement, le social, l'agriculture, la RSE et j'en passe. Et on propose de notre temps pour prendre un petit café virtuel ou réel afin d'écouter tes besoins, tes projets, te parler de nos métiers, te conseiller, te challenger, t'ouvrir nos réseaux, enfin bref, tout ce que ferait une ou un pote à ton écoute qui essaierait de t'aider à trouver du sens dans ta carrière. Aujourd'hui, on va expérimenter un format un peu particulier puisque je ne vais pas recevoir qu'une seule personne, qu'un seul invité, ni deux, mais bien trois. Et il fallait bien ça pour parler du sujet du jour, comment créer son chemin, son propre chemin vers l'impact en devenant freelance. C'est un sujet qu'on traite quotidiennement avec nos mentorés chez Gaia Connect, à savoir, moi, quand je rencontre des personnes, des mentorés Gaia, j'entends souvent, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience dans un domaine, le marketing par exemple, j'aime ça, mais la boîte pour laquelle je bosse ou les causes pour lesquelles je les applique, elles ne me parlent pas forcément, elles ne correspondent pas à mes valeurs et au pire du cas, souvent j'ai des personnes qui me disent j'ai envie de remettre peut-être ce plan de carrière, ces compétences en question pour faire autre chose. Ou bien je sors d'une formation sur un sujet d'impact, j'ai envie de rapidement me mettre le pied à l'étrier. Est-ce que le freelancing, c'est fait pour moi? Est-ce que je suis légitime? Comment prospecter? C'est des questions qu'on va creuser avec mes trois invités du jour que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut à vous trois. Normalement, ils vont s'afficher. Salut Salut Charlotte, Ben, salut hello Thibaut tout le monde. et salut Charlène. Salut. Euh, j'ai le plaisir de vous accueillir. Alors, je vais commencer par toi, Charlotte. Donc, toi, tu es cofondatrice de Social Déclic, Social Déclic avec un K à la fin, C'est ça. qui est une structure qui accompagne les freelances à impact dans leur lancement, leur structuration, leur montée en puissance et le réseautage de pair à pair. À tes côtés, j'ai deux freelances engagés, dans Social Déclic et qui sont aussi mentors sur Gaia Connect, qui viendront partager leur parcours, leurs doutes et leur réussite aussi. J'ai Charlène Patras qui est basée à Besançon. Toi, tu as une forte expertise en marketing responsable et t'aides des entrepreneuses et entrepreneurs à créer des solutions éthiques et rentables. Et Thibaut Auvergne, qui est consultant freelance RSE en région lyonnaise. Toi, ta structure, elle s'appelle CSR Donut et tu es spécialiste en bilan carbone, EcoVadis et démarches ESG notamment. Salut à vous trois, bienvenue au micro de Vista Podcast. Alors, j'ai un tout petit bruit de fond, je ne suis pas sûr d'où ça vient. J'espère que ce n'est pas de chez moi. Moi, je vais commencer avec toi, Charlotte. On va discuter un petit peu ensemble. Donc, Thibaut et Charlène, si vous pouvez juste vous mettre en mute des fois que le bruit vienne de chez vous. Ah oui, ça C'est venait de ça. là. Bon. Alors, Charlotte, on va commencer ensemble, si tu le veux bien, parce que toi, de par Social Déclic, tu as quand même une vision assez transversale du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton cheminement, tu vois, et comment est-ce que tu as eu une intuition et tu t'es dit, tiens, Social Déclic, c'est une évidence et il y a besoin d'une structure pour accompagner les freelances sur les sujets d'impact. Yes, avec plaisir Ben. Et ben, mon parcours assez classique, je trouve, par rapport aux personnes qu'on peut accompagner, les freelances qui viennent à nous et qui sont en quête de sens et d'impact, c'est que moi, tout a commencé par une crise de sens. En fait, je travaillais en cabinet de conseil à Paris. Je travaillais principalement pour des acteurs du CAC 40 sur des sujets de transformation digitale où on travaillait sur augmenter la rentabilité, la croissance, innover. Et à côté de ça, je prenais conscience et je m'informais sur les enjeux de transition écologique et sociale et je vivais une dissonance cognitive entre ce que je faisais dans ma vie pro, et c'est ce que vous devez souvent entendre chez Gaia Ouais. Connect, et ce que je vivais dans ma vie perso.
Et donc, il y avait cette envie, déjà cette fibre aussi entrepreneuriale, cette envie d'entreprendre depuis un moment, ça me titillait. Et puis justement cette crise de sens. J'avais commencé à lancer, des initiatives justement pour aider les consultants à, trouver des missions, à impact positif. Et donc, j'avais travaillé dans mes 2 précédents cabinets de conseil, mes 2 derniers cabinets de conseil sur ces sujets-là. À un moment, ça m'a pas suffi et le hasard est bien fait, enfin si, hasard existe. Colline est venue à moi, pour me proposer qu'on échange. Alors, c'était en pleine période covid, parce qu'elle avait une idée, elle voulait me la soumettre. En fait, elle était en train de se faire incuber par, Make Sense, que vous devez connaître, hein, qui est un gros Ouais, faiseur, évidemment. d'innovation impact. Et elle avait cette idée de connecter, les freelances, justement, que ce soit de la tech, que ce soit comme, Charlène, du marketing, de la communication, ou comme Thibaut, des experts de la transition écologique, avec des acteurs de l'impact positif en partant de 2 postulats. Le premier, c'est les freelances souvent adorent leur job, mais comme tu le disais Ben, ils n'ont pas forcément envie de le faire pour des entreprises traditionnelles. Ils ont envie d'y trouver du sens, un impact positif. Et de l'autre côté, toutes les deux, on grenouillait déjà pas mal dans le secteur de l'impact, dans le monde associatif, et on voyait bien qu'il y avait un vrai enjeu d'avoir des talents pour travailler sur toutes les transformations digitale, organisationnelle, d'innovation. Et donc, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et donc, on a démarré en faisant une toute petite communauté, en se disant, si on arrive à connecter une asso avec un free rapidement, c'est qu'on est au bon endroit. Et une semaine après, Davy a trouvé sa première mission. C'était notre premier freelance. Et voilà, et l'aventure a démarré comme ça. Trop cool. C'était en quelle année, cette, Alors, on a POC? fait notre POC fin 2020 et en 2021. Et en 2022, on a vraiment accéléré, on a structuré notre société. Donc, on est une SAS, on est une société, mais on a l'agrément ESUS, ce qui fait de nous une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je le dis parce que c'est intéressant aussi quand on réfléchit à ces cibles, quand on a Ouais. envie de travailler avec les acteurs de l'impact. Et alors, je vais te poser une question un peu naïve, mais pour lancer un petit peu le sujet. Il faut quoi pour être freelance et a fortiori freelance dans l'impact? Yes. Alors déjà, freelance, je pense, et après, Charlène et Thibaut sont très bien placés pour en parler et pour témoigner. Mais de ce que je vois, et c'est pour ça que nous, quand on rencontre des gens qui envisagent le freelancing, on n'est pas du tout en mode YOLO, allez-y, c'est praticable par tout le monde, c'est une modalité de travail pour tout le monde. Il faut quand même avoir, je pense, une personnalité adaptée, c'est-à-dire une certaine autonomie, une capacité à se mettre dans une dynamique tout seul, et aussi à travailler en réseau pour Ouais. justement éviter d'être tout le temps tout seul. Et je pense que ça a été la force de Thibaut et de Charlène et d'autres qui font partie de la communauté. Et puis la fibre entrepreneuriale, parce que c'est pas autre chose que entreprendre finalement. C'est juste qu'au lieu de vendre un produit ou un service, on vend une prestation de service, une prestation intellectuelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'endosser toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Et c'est là où je trouve que parfois c'est sous-estimé. Donc, je pense qu'il faut déjà se questionner là-dessus. Après, il y a aussi l'aversion au risque. Est-ce qu'on est capable de prendre ce risque-là et de vouloir tester cette aventure? Moi, je pense que c'est intéressant de se dire, je teste pendant 6 mois ma capacité à A, ou pendant 9 mois, et je peux retourner au salariat si ça ne va pas, parce qu'on vit quand même qu'une fois et c'est dommage de ne pas y aller si on sent qu'on en a envie. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va à tout le monde. Donc, pour moi, il faut une fibre entrepreneuriale. Il faut bien se rendre compte que c'est l'entrepreneuriat 360. Donc, c'est vendre, c'est gérer ses ressources humaines, donc sa montée en compétences, etc. C'est avoir une vision, avoir une stratégie, et surtout, je pense que le truc indispensable, c'est vouloir résoudre un problème pour une cible bien précise et pas juste vendre une liste de compétences. Mais justement, tu mets le pied dans ma prochaine question. Quand tu disais, bah, faut à un moment donné se jeter à l'eau et puis tester, voilà. Mm. Est-ce que, alors, moi, je vois souvent des personnes qui me disent, bah, tiens, moi, ça m'intéresserait potentiellement d'être slasheuse, slasher. Donc, c'est avoir une activité, mettons, salariée, alimentaire d'un côté, et puis un mi-temps en freelance à côté. Est-ce que ça, c'est un cas d'usage que vous recommandez au départ, ou est-ce que, au contraire, tu dirais, bon, bah non, non, quand il faut y aller, il faut s'y mettre à fond, sinon on n'a pas exploité son potentiel. C'est quoi, toi, ta vision là-dessus? Alors, c'est ma vision et elle est toute subjective, hein, mais je trouve quand même que c'est mieux de se mettre à fond.
dans une phase de lancement parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité. Donc, plutôt que d'essayer de faire 2 choses en même temps, je dirais plutôt ce que je te disais avant, Ben, de séquencer. C'est-à-dire, je me donne à fond pendant 6 mois, 9 mois et je structure vraiment une stratégie. Je définis un persona qui est précis. Je travaille le marketing de mon offre et surtout, je fais une étude de marché parce que ça, c'est vraiment pour moi le point indispensable de voir si on répond à un vrai besoin et auprès de quelle cible pour affiner ses éléments de langage, son discours, sa façon dont on raisonne, dont on prospecte. Et ça, vraiment, ça demande de l'énergie. Je trouve que faire les deux en même temps, c'est compliqué. Par contre, il y a un cas de figure que je trouve intéressant, c'est si par exemple, on est assez créatif, par exemple, qu'on aime créer du contenu et qu'on a envie de lancer, imaginons, un podcast qui va quelque part servir un peu de preuve sociale sur son domaine d'expertise. Ouais. Tu vois, par exemple, je suis une experte du graphisme inclusif. Tu vois, je suis graphiste et puis mon sujet, c'est vraiment l'inclusivité. Et que ça me fait rêver de faire un podcast sur ce sujet-là. Je trouve que là, c'est intéressant parce que ça va être un bon levier aussi pour aller chercher potentiellement des clients, pour gagner en reconnaissance sur son domaine d'expertise et puis travailler sa marque personnelle. Donc là, j'y vois un intérêt. Mais sinon, aller faire quelque chose de complètement différent, je trouve ça assez compliqué quand même. Ok. On va découvrir Charlène et Thibaut qui ont vraiment mis les pieds dedans. Alors toi, Charlène, ce que vient de dire Charlotte, tu connais parfaitement. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à devenir freelance et a fortiori dans un domaine dans lequel naturellement, on se dit pas, tiens, le marketing, la communication, c'est des sujets qui pourraient contribuer à l'économie régénérative, à l'impact, etc. Oui, effectivement, les sujets que Charlotte a évoqués me parlent complètement sur la nécessité de créer une offre qui corresponde à un réel besoin sur le marché. Et tu verras que ça fait sens avec le pourquoi du comment je me suis lancée là-dedans. Comment j'y suis venue? En fait, moi, j'ai bossé 8 ans en tant que salariée, déjà dans le milieu de l'impact, mais dans l'économie sociale et solidaire, plutôt sur la partie sociale qu'environnementale, dans le gros champ de la RSE. Donc, j'avais déjà cet alignement, je dirais, entre mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles. Pour autant, pour des raisons qui sont complètement personnelles et d'équilibre vie pro, vie perso, après avoir fait 2 enfants, le statut de salarié, en tout cas comme il était à l'époque, ne me convenait plus. Et en fait, à l'origine, j'ai juste voulu changer d'emploi en restant dans le salariat parce que j'étais jamais partie dans l'idée de je vais être entrepreneuse un jour, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. J'avais juste pour projet de quand j'aurai 40, 50 ans, je voudrais être consultante parce que le conseil me plaisait. Mais pour moi, il fallait avoir fait ses preuves pendant très, très, très longtemps avant de pouvoir être consultant. Et donc, je faisais ma petite vie tranquille de salarié. Et en fait, donc j'ai voulu changer d'emploi parce que ça ne collait plus avec mon équilibre vie pro, vie perso. Et je me suis retrouvée confrontée à une problématique qui était que je ne voulais rien lâcher, ni mes ambitions professionnelles qui demandaient quand même un certain niveau de job, ni mon équilibre vie pro, vie perso qui me demandait une certaine disponibilité pour mes enfants, ni mon impact. Cette volonté de bosser pour des entreprises voilà, qui allaient dans le bon sens selon moi. Et ces 3 exigences-là faisaient que le marché du travail géographiquement, là où je suis, ne collait pas du tout. Donc, en fait, à un moment donné, ça a juste été un principe de réalité que de se dire les offres d'emploi que je trouve, elles ne me plaisent pas, elles ne me correspondent pas, elles ne correspondent pas à mes exigences. Tant pis, lance-toi. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout la volonté première de je vais être entrepreneur, c'est juste La il y a un principe nécessité. du marché qui n'est pas là et on se lance et on verra ce que ça donne. Et c'est quoi qui a été le plus dur il y a pour 4 toi? ans. Je suis désolé, je crois qu'on a un petit décalage. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi au départ? De casser le rapport à la sécurité du salariat. Ouais. En fait, le plus dur, c'était ça, c'est que j'étais sur un modèle où, soi-disant, le salariat était l'aspect le plus sécuritaire. Il se trouve qu'après, j'ai changé d'avis sur le sujet parce que tu dépends quand même d'un employeur qui peut plus ou moins faire ce qu'il veut, arrêter le contrat s'il veut, enfin voilà. Ouais. Donc, j'avais cette volonté de reprendre les rênes, on va dire, de ma carrière et d'être
à la tête de mon avenir et de pouvoir y mettre l'ambition que je voulais et l'impact que je voulais. Donc, ce qui a été challengeant quand même, c'était ce rapport au salariat et l'insécurité. Le fait que aussi quand on est déjà maman en couple, il faut le faire accepter à son conjoint et ça a un impact sur tout le monde. Enfin voilà, moi c'est pas la même chose que de se lancer quand on est déjà à forte responsabilité avec un crédit maison. Enfin voilà, c'était des vraies réalités pour moi, donc c'était plutôt la sécurité financière qui était challengeante parce que finalement mes compétences faisaient que le commercial, je l'avais fait pendant 8 ans, ça me faisait pas peur. Le marketing, c'était mon expertise, donc trouver un positionnement et savoir ce que j'allais vendre et comment le vendre, c'était pas un problème. La communication, c'est pareil, j'en avais fait pendant 8 ans. En fait, j'avais fait des postes qui étaient à cheval sur les 3 sphères, commercial, communication, marketing. Et c'est aujourd'hui toujours ce que je propose à mes clients. Donc, l'expertise et le fait de gérer, entre guillemets, sa boîte, même si on est tout seul, c'est quand même une boîte, ça me faisait pas peur. Par contre, l'administratif, la compta, les autres volets autour, ça, c'était moins ma tasse de thé. Et assez rapidement, c'est des choses où il a fallu que je me fasse accompagner ou que j'aille chercher autour de moi dans mon réseau des compétences ou du savoir sur ce sujet-là parce que ça pouvait mettre en péril ma volonté de rester entrepreneur parce qu'il n'y avait pas forcément ces compétences-là chez moi de gestion de trésorerie, de faire un budget prévisionnel, enfin un minimum. Alors justement, tout à l'heure, tu parles de budget prévisionnel, puis Charlotte parlait de business plan quand on se lance. Toi, si je dis pas de bêtises, tu es basé à Besançon. Oui, Qui est pas, alors c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pas l'écosystème non, économique le plus impressionnant quand je me dis tiens en non. France quel est le territoire le plus dynamique. Mm. Toi, tes clients, tu les as au départ trouvés en local ou est-ce qu'aujourd'hui, tes typologies de clients, c'est les gens qui sont un peu éclatés partout en France? Non, en fait, ça reboucle avec ce que je te disais au démarrage, qui est de dire que localement, j'avais pas d'employeur en fait intéressant par rapport à la fois mes compétences et, et merci Alexis et l'impact que je voulais y donner. Et donc en fait, j'ai 0 client en local. Ok. J'ai un peu plus de 50% de mes clients qui sont sur Paris ou région Ok. parisienne. Et le reste sur la côte ouest de la France, enfin nord-ouest, parce que c'est là qu'on a le gros pôle environnemental, écologique, à impact. Enfin voilà, on a quand même un bel écosystème sur cette partie-là de la France. Donc voilà, j'ai 2 gros pôles, Paris et le nord-ouest de la France. Ok. Et comment tu t'es fait connaître de ces clients? Alors pareil, j'ai démarré, j'avais zéro réseau. Parce que justement, je suis pas sur Paris, donc déjà ça élimine quand même beaucoup de choses. Ouais. Donc comment je me suis fait connaître j'ai très rapidement été, parce que c'est ma nature aussi, dans des réseaux d'entrepreneurs, dont Social Déclic. Donc voilà, avec des valeurs similaires aux miennes, enfin voilà, parce que je voulais recréer un peu une équipe, parce que mes compétences font que moi j'interviens que sur la partie stratégique et je voulais avoir des collègues pour la partie opérationnelle que je pouvais recommander à mes clients. Ouais. Donc voilà, ça faisait sens de créer un petit écosystème autour de moi. Puis je parle assez facilement avec les gens. Donc moi, je me suis tout de suite mise sur LinkedIn parce que j'adore écrire et communiquer. J'ai très rapidement été contacter les gens. Ah tiens, on partage les mêmes valeurs, ça te dit qu'on fasse une petite visio, un café, un déj pour faire connaissance. Et ça, je l'ai fait tout de suite en fait. Enfin, la première chose que j'ai fait, c'est connecter avec des gens. Ouais. Après, ça a été de beaucoup étudier ce qui se passait, observer, regarder LinkedIn, regarder Internet, enfin tout ce que je pouvais emmagasiner comme info, je l'emmagasinais. J'ai absorbé plein de webinaires, enfin, voilà, plein de choses pour essayer de voir ce qui se passait, tester un peu les tendances et connecter avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs ou les mêmes expertises métiers aussi que moi, parce que je suis aussi dans des communautés 100% de marketeurs ou de communicants. Enfin voilà, c'était vraiment l'idée de ne pas rester seule en fait, parce que j'en avais pas envie d'être seule. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Charlène. Alors Thibaut, on va passer à toi. Alors déjà, je te remercie parce que tu es bien malade. Donc on va essayer de préserver quand même ta voix. Donc toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu es basé à Lyon. Toi, tu as toujours été plus ou moins quand même baigné dans le milieu du développement durable et en tant que salarié. Hein, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé un jour à te dire, bah ok, je vais me mettre freelance sur des sujets de RSE et allez, je me sens légitime, j'y vais quoi.
Et ben, écoute, c'est un peu le hasard ou un alignement de planètes, je sais pas trop. Mais en fait, je donnais déjà des cours, depuis plusieurs années dans une école, de communication à Lyon, heu, alors que j'étais du coup salarié, enfin j'étais responsable RSE et décarbonation pour une entreprise, de communication. Et du coup, j'avais un statut freelance qui était déjà là et je me retrouve un peu dans ce que disait Charlène. J'avais pas du tout vocation, au départ à être, entrepreneur, travailler à mon compte, c'était, pas dans les plans. Mais du coup, quand j'ai, quitté mon entreprise, au départ, je pensais, bah, voilà, faire une petite pause et ensuite, pourquoi pas, travailler dans le conseil. J'avais envie d'essayer que pour le coup, le conseil. J'ai eu un moment une opportunité, mais qui était, plutôt sur les enjeux carbone, moi j'adore le sujet du climat, c'est ça qui m'a fait aller vers la RSE, mais en même temps je voulais pas m'enfermer non plus sur un seul thème. Je voulais garder, tout le scope de la RSE, en tout cas le plus possible dans mon travail. Et du coup, bah, au final, l'école avec qui je travaillais déjà me proposait, pas mal de cours et de projets pour l'année qui allait arriver et par bouche à oreille, j'avais déjà potentiellement un premier client, une TPE qui voulait, se faire accompagner sur un label RSE. Donc je me suis dit: «Bon, bah, voilà, un petit peu comme ce que disait Charline tout à l'heure, c'est un peu le moment pour essayer, on teste et puis on verra bien». Et du coup, voilà, ça fait 2 ans que le test a lieu. Donc voilà comment ça s'est passé. Et qu'il est concluant, quoi. Et comment toi, tu as trouvé tes premiers clients? Alors la première année, c'était beaucoup donc déjà moi j'ai la double casquette, consultant RSE et intervenant en école, supérieure. Donc la première année, c'était quand même beaucoup du réseau. Ouais, J'insiste, comme, l'a fait, aussi Charlène sur le réseau et sur le fait que c'est hyper important, bah, de se rendre visible en fait tout simplement, donc ça peut être en communiquant sur LinkedIn, en étant, aussi dans des communautés type, Social Déclic où il y a Gaia Connect, de rencontrer du monde, aller à des événements, enfin voilà. Et donc, voilà, le bouche à oreille a fait que, enfin différents aspects, j'ai pu avoir mes premiers clients, les premières écoles avec qui j'ai travaillé où, ça s'est passé comme ça. Là, pour le coup, sur 2025, donc sur ma deuxième année, c'était un peu différent. C'est plutôt, bah, soit des gens qui m'ont recommandé, qui ont fait passer, mon contact ou alors, je travaille aussi avec des partenaires, qui eux, travaillent du coup un peu plus sur la partie prospection. Bon, on en ouais. reparlera après de la prospection, je pense, mais qui parlent un peu sur la partie prospection et pour le coup administratif et qui partagent donc, des opportunités de mission en RSE pour, un réseau de freelance, qu'ils ont, quoi. Donc voilà, ma première année, c'était très, mon réseau entre guillemets «premier niveau», si on peut dire ça comme ça et là, c'est un peu plus avec, recommandation partenaire. OK, bah, trop cool est-ce que ce sujet de légitimité, tu sais, quand j'en parle de: «Est-ce que je suis légitime à?» tu te reconnais là-dedans? Parce que tu donnais déjà des cours, tu étais déjà dans le game, comme on dit, ou est-ce que, ouais, ou est-ce que il y a un moment donné où tu t'es dit, il faut que je repasse une case formation, ou faut que j'ai quelque chose sur mon CV qui justifie que je sois à cette place-là, quoi. Ouais, ouais. Bon, la question de la légitimité, elle revient souvent, notamment dans les échanges Gaïa Connect que je peux avoir. Moi, sur la partie vraiment métier de la RSE, ça allait parce que, bah, ça faisait déjà 10 ans que j'en faisais, pas en tout cas pas loin. J'étais passé par différentes, entreprises avec plein de sujets différents, donc je savais enfin, quand je présentais mon profil à quelqu'un, on me disait: «Ah ouais, tu as fait plein de trucs différents, c'est super, intéressant». Enfin voilà, je savais que sur la partie RSE, j'étais pas trop inquiet. Par contre, bah, un petit peu comme Charlène aussi, la posture d'entrepreneur, de consultant, enfin, c'est quelque chose que je découvrais totalement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé justement, enfin moi, Gaia Connect à la base, j'ai rejoint en tant que mentoré. J'ai eu des échanges avec des mentors, qui m'ont un peu justement, rassuré, donné des tips, voilà, pour que je puisse me lancer, on va dire sereinement et après je suis devenu mentor un peu plus tard. Après sur la question de la légitimité, enfin, il y a un truc qui m'est revenu, en réfléchissant, à l'échange d'aujourd'hui, enfin, l'exemple que je lui ai donné, c'était par rapport à quand moi j'ai recherché mon stage de fin d'études, donc ça commence à dater un petit peu, c'était il y a 10 ans. Mais, typiquement l'annonce disait, donc c'était pour une entreprise agroalimentaire bio, de la région, qui m'intéressait beaucoup et dans la description de ce qu'ils recherchaient, c'était, «Vous êtes ingénieur qualité, vous maîtrisez le bilan carbone, l'ISO 14001 et vous maîtrisez Excel». Moi, j'avais rien, aucune littéralement aucune case, de cette annonce. J'y suis quand même allé parce que j'étais vraiment passionné par les sujets qui étaient proposés, notamment, le climat. Puis j'avais déjà quand même une bonne culture développement durable et j'avais envie de montrer que
que j'avais envie d'apprendre et que je pouvais apporter. Et du coup, ça a convaincu mon interlocutrice et du coup, j'ai pu y aller. Et donc, enfin, tout ça pour dire que pour moi, c'est un peu pareil avec le freelancing, on peut pas tout maîtriser. On peut pas tout maîtriser, comme disait Charlène, les aspects marketing, com, compta, voilà. Et même sur les enjeux métiers, enfin, si je parle de moi en RSE, la RSE, c'est super large. Tu as le climat, tu as la santé et sécurité, tu as les labels, le reporting, enfin bref, tu as plein de sujets, tu peux pas tout connaître. Donc au bout d'un moment, il faut se lancer, voir ce qui marche bien, ce qui marche pas et puis effectivement après pourquoi pas compléter, avec des formations ou des opportunités qui te font travailler sur quelque chose de nouveau comme ça a pu être le cas pour moi. Ah, c'est vachement fort ce que tu dis. Alors, Charlène et Charlotte, si vous voulez rebondir aussi sur le sujet de la légitimité, mais ce que dit Thibaut, il y a un niveau de zénitude. Et puis, je te voyais, Charlène, faire opinier aussi, de se dire, bon, bah oui, on peut pas tout maîtriser, même côté métier, il y a des trucs qu'on saura pas faire, et puis, bah, c'est pas grave. Euh, à partir de quel moment on arrive à ce stade-là, à se dire, bah, je suis à l'aise dans les baskets, je sais ce que je vaux, et je vais me présenter à un client, et puis, bah, oui, effectivement, je suis pas Jean Covici, par exemple, sur le bilan carbone, mais c'est pas grave, je saurais faire le vôtre. Enfin, je peux démarrer si vous voulez, mais c'est une posture, je trouve que c'est un mélange de je sais pas comment dire, de confiance, mais d'humilité quand même. Parce que même quand tu es salarié, tu sais que quand tu es sur un poste, tu sais pas tout faire d'un coup comme ça. Quand tu arrives dans une boîte, tu as un temps d'adaptation, tu apprends à connaître, la boîte, tes collègues, les missions, enfin, tu sais pas tout faire comme ça, d'entrée de jeu. Bon, bah, être freelance, c'est pareil, donc il y a un côté, bah, ça je maîtrise et tout va bien, je peux y aller et puis, l'aspect plus humilité, c'est de se dire: «Ben, ça, je maîtrise pas, mais pour l'instant, ça viendra avec le temps, c'est pas grave». Et là où moi enfin, pour répondre à ta question sur à partir de quand on se sent bien, à l'aise et à sa Ouais. place, moi je pense que ça vient quand tu as tes premiers retours, clients ou étudiants dans mon cas et quand on me dit, bah, quand un client me dit: «Ah bah, franchement merci, c'est beaucoup plus clair maintenant, on a bien avancé, je suis content de la collaboration». Quand les étudiants disent, «Trop bien votre cours, c'est notre cours préféré» ou je sais pas quoi, bon bah, là tu te dis: «OK, C'est que tu as apporté quelque chose. je travaille pas si mal que ça», mais c'est en ayant des retours, je pense que ça renforce, la confiance. C'est ton point de vue aussi, Charlène? Oui, je vais compléter ce que dit Thibaut. Le premier point avec lequel je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut y aller et se confronter à la réalité du terrain. Parce qu'effectivement, finalement, c'est les retours de nos clients qui vont assez rapidement nous donner confiance parce qu'on voit qu'ils sont satisfaits, on voit que ça s'est bien passé. Il y aura des échecs de toute façon, mais c'est normal et souvent, c'est là qu'on apprend le plus. Ouais. Enfin voilà, moi, les plus grosses claques que je me suis pris, c'est quand même là que j'ai le plus passé un palier dans mon business parce que c'est là que tu te remets en question et que tu apprends énormément de choses. Et du coup, le conseil que je peux donner, c'est quand on démarre, faut pas surpromettre parce que c'est là que tu te mets en zone d'inconfort et que tu risques effectivement de te prendre une claque parce que tu vas peut-être pas être à la hauteur. Ouais. Donc, concentrez-vous sur finalement ce que vous maîtrisez vraiment, même si on a envie, tu vois, parce que moi, j'avais vraiment ce côté où j'ai un profil très 360, je voulais faire plein de choses. Mais à un moment donné, il faut se concentrer vraiment sur ce que tu maîtrises à fond et où tu sais que tu vas apporter le plus de qualité et de changement de quelque chose de positif en fait à ton client et de transformation. Parce que c'est ça qui fait que derrière, ça va t'apporter forcément des avis positifs, ça va créer aussi de la notoriété, du bouche à oreille, etc. etc. Et après, une fois que tu as ce petit socle-là, que tu as fait peut-être pendant 6 mois, 9 mois, tu peux te permettre d'élargir tes services et d'aller tester des nouveaux trucs. Mais pour ta confiance en toi et justement, du coup, ta légitimité, il faut se concentrer sur un truc que tu maîtrises vraiment, même si tu as envie de tester plein de trucs. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est hyper important. Ça. Ok, bah, trop bien. Et Charlotte, toi, dans le cadre de Social Déclic, est-ce qu'il y a d'autres pistes en fait que vous venez donner à des freelances ou freelances en devenir d'ailleurs sur cette question de la légitimité? Et je place juste une toute petite question qu'on a reçue de Christophe qui demandait si, je ne sais pas si tu l'as vu passer, hein, mais si la solution elle s'adresse uniquement à des créateurs ou Mm. si des freelances peuvent rejoindre à tout moment. Ouais. Sur le sujet de la légitimité, je ne vais pas redire ce que Charlène et Thibaut ont très bien dit, mais il y a 2 choses sur lesquelles nous, on travaille notamment pendant un programme de formation. La première, c'est vraiment, et c'est ce que tu disais Charlène, d'identifier sa zone de génie et de démarrer avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement là où on va être le plus à l'aise et déjà, on n'est pas forcément dans sa zone de confort quand on se lance en freelance pour la première fois, donc au moins être solide sur ses applis, sur les compétences qu'on vend. Et nous, on fait faire cet exercice-là de regarder dans le rétro ce qu'on a réalisé et finalement, là où ça a été le plus simple pour soi. Quelles sont les tâches, quelles sont les actions
quelles sont les zones finalement où on est à l'aise, où le temps passe vite, où on a des super feedbacks de la part de nos collègues. Et en fait, la zone de génie, elle se situe là. Et souvent, c'est plutôt bien de démarrer par ça, parce qu'effectivement, ça permet d'être sur des compétences sur lesquelles on sait qu'on est à l'aise et sur lesquelles aussi on a des preuves sociales. C'est important aussi de se baser, c'est ce que tu disais par exemple Thibaut, c'est dire, ben voilà, ça fait 5 ans que j'enseigne ou 10 ans que j'enseigne dans la RSE, ça c'est une preuve sociale. J'ai une certification dans tel et tel domaine, c'est une preuve sociale. J'ai telle et telle référence où j'ai travaillé même en tant que salarié chez tel et tel compte, c'est une preuve sociale. Donc essayez vraiment de capitaliser là-dessus, c'est la première chose. La deuxième chose, tu parlais de Jean Covici, etc. Nous, on le voit, toutes les semaines, il y a des structures d'impact qui nous contactent pour qu'on les mette en relation avec les freelances de notre communauté. À aucun moment, ils nous disent on veut quelqu'un qui ait fait une thèse sur la décarbonation dans tel et tel secteur d'activité. C'est absolument pas ce qu'ils recherchent. En tout cas, je parle dans le domaine que je connais, c'est-à-dire quand ces structures cherchent un expert de la tech, de la data, de la communication, du marketing, de la gestion de projet, des métiers finalement qu'on peut retrouver dans plein de domaines. Ils veulent surtout des gens qui ont déjà fait et ils sont même plutôt intéressés quand c'est des personnes du privé parce que très drivés par la performance, le résultat, et ça les intéresse quand même de se dire ça apporte quelque chose dans une structure où on n'a pas forcément cette culture. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les structures de l'impact, mais quand même. Et ça va les intéresser à partir du moment où, quand même, il y a on va dire, un vernis sur la compréhension des enjeux écologiques et sociaux, une culture, une personnalité, une humilité. Thibaut, tu parlais d'une humilité, c'est quelque chose qui est important quand on a envie de travailler pour des acteurs engagés. C'est plutôt ça qui va être recherché que le super expert, parce qu'en fait, les experts sur le domaine, la cause, elle est dans la structure, ils n'en ont pas besoin. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Et je crois que c'était Christophe qui posait la question de est-ce qu'on accompagne que des gens qui sont freelance, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou alors, si une activité est déjà lancée, est-ce que vous accompagnez En fait, on a 2 types d'accompagnement. En fait, on a un programme de formation, le programme Freelance for Good, que Thibaut, par exemple, a fait. Et donc là, on va travailler ou retravailler sa stratégie. Donc, c'est à la fois pour des freelances qui se lancent et à la fois pour des freelances qui ont envie de challenger leur stratégie, de challenger leur positionnement, leur offre, de retravailler leur marque personnelle, leur stratégie de prospection et de le faire avec des pairs. Et du coup, c'est vraiment adapté pour les deux. Et ensuite, on a une communauté dont Charlène et Thibaut font partie, de 200 freelances engagés un peu partout en France. Et là, évidemment, il faut être freelance et il faut même avoir déjà réalisé une mission dans l'impact pour pouvoir nous rejoindre. Rentrer dans la communauté. Et oui, on a une question de Marianne qui demandait s'il fallait être impérativement freelance. Alors, j'interprète un peu sa question. J'imagine, si je suis une TPE, est-ce que je peux contacter Social Déclic ? Alors, nous, effectivement, on travaille avec que des freelances. Pour faire le programme, c'est surtout qu'on a déjà accepté des personnes qui sont encore salariées et qui ont souhaité faire le programme, ce qu'on appelle en shadow, c'est-à-dire pour préparer le coup d'après. Donc ça, dans chaque promo, en général, on en a une ou deux. Et c'est OK, mais il faut quand même, c'est surtout pour les personnes, investir du temps et de l'argent sur une formation, il faut quand même être sûr d'aller vers ça après. De son coup. Donc voilà, ça c'est pour parler des salariés. Pour les TPE, ça me paraît quand même pas être le programme adapté, en toute sincérité. Nous, on travaille vraiment pour les personnes qui sont freelance. Par contre, dans la communauté, ça nous est arrivé d'accepter des personnes qui sont, par exemple, qui ont une scope ou qui ont une petite agence et qu'un membre souhaite connecter avec les membres de notre communauté. Et du coup, là, on l'accepte. C'est le cas, par exemple, de l'agence Coam, qui est une agence de communication qui est basée à Lyon, qui fait de la communication responsable. Elles sont superbes, 3 cofondatrices géniales, et l'une d'elles fait partie de la communauté. Et on crée plein de synergies avec elles. Bon, trop cool. Alors, je vais passer au sujet d'après, qui est un peu la bête noire du freelancing. C'est on va venir, Ben. une des deux, parce que l'autre vient après, mais la première, c'est la partie prospection. Moi, alors, ma compétence, on va dire, première que j'ai fait pendant 15 ans, moi, je suis analyste. Si je me dis, tiens, demain, je me mets en freelance comme analyste, ça, je sais faire, analyser des données. Par contre, aller démarcher des clients, me développer un portfolio, etc.,
ça, c'est pas forcément mon métier, je l'ai pas forcément appris. Comment est-ce que, c'est question pour tous les trois, comment est-ce qu'on commence dans la prospection et j'en ajoute une autre, comme ça vous avez tout. Quel est dans le temps que vous passez, alors peut-être par mois, je ne sais pas comment ça se calcule, c'est à l'année, c'est par jour, c'est par mois, mais en tout cas, c'est quoi le pourcentage de temps que vous attribuez à votre prospection? Qui démarre? Moi, je peux peut-être juste démarrer sur comment on accompagne les freelances dans le cadre de notre programme sur ce sujet-là. Et puis peut-être qu'après, Charlène et Thibaut, vous pourrez chacun dire vos stratégies respectives. Parce que voilà, nous, ce qu'on dit, même avant que les gens rejoignent le programme, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle qui va fonctionner pour tout le monde. C'est hyper important. Là aussi, il faut réfléchir à sa zone de génie, je pense. On a des personnes qui ne font que des événements parce qu'elles n'aiment pas la rédaction, elles ne sont pas à l'aise sur LinkedIn, être tout le temps sur l'écran, ça leur pose problème. Ouais. Et elles préfèrent vraiment le réseautage physique, aller sur des événements, des salons, et ça marche. Il y en a qui, au contraire, ont une personnalité très introvertie, belle plume, plutôt à l'aise pour créer du contenu sur LinkedIn et prendre un premier contact sur LinkedIn, par exemple, et ensuite avancer dans la relation. Voilà, il y a plein de stratégies possibles. On peut créer du contenu, on peut voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on n'est plus en 2010 et prospecter de façon très très hard avec des mails à froid, avec des calls à froid. Je pense que ça n'existe plus et c'est tant mieux pour tout le monde. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que il faut se dire qu'on démarre des relations avec des gens. Donc il faut essayer d'en avoir le plus possible parce que tout ne va pas fonctionner. S'intéresser à elles et eux et voir si, sincèrement, on pense qu'on va résoudre un problème. Et du coup, quand on dit ça, on dit aussi que c'est une question de posture et qu'on s'autorise aussi à dire non, cette personne-là, je ne résoudrai pas son problème. Donc, peut-être plus tard, peut-être autre chose, mais ce ne sera pas moi. Et du coup, voilà. Donc, plutôt essayer d'être dans une logique d'exploration, de comprendre l'autre. C'est ce qui permet aussi d'affiner ses offres. Et donc, moi, j'invite vraiment les gens, et nous, c'est ce qu'on fait dans le programme, à démarrer par une étude de marché. C'est-à-dire, pas tout de suite essayer de vendre, mais comme tu as fait, Charlène, je pense, plutôt de prendre la température, de savoir quels sont les enjeux du moment, quels sont les challenges dans les structures qui nous intéressent, qui correspondent à notre cible, avant d'avoir une démarche très, très commerciale, quoi. Alors, je rajoute juste une petite question que Charlène et Thibaut vous interveniez, parce que je pense qu'elle est assez corrélée. Quand on se lance comme freelance, est-ce qu'il vaut mieux, pareil, dans cette démarche de prospection, se concentrer sur un service ou deux qu'on maîtrise hyper bien et développer un portfolio à partir des besoins des clients qu'on va rencontrer? Ou est-ce qu'au départ, sur la table, il faut mettre tout ce qu'on sait faire avec plein de petites cases et puis prend qui veut, quoi. Voilà. Donc, je rajoute juste cette petite question-là au mix. Petite la question. Je vais me permettre du coup de te répondre. Alors moi, j'ai des avis et des positions très tranchées à la fois par le métier que je fais, qui est justement du marketing, donc de se positionner sur un marché, et par ma propre expérience de freelance. Déjà, aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut plus séparer marketing, communication et commercial. C'est ma conviction profonde, mais aussi c'est ce que je vis dans l'accompagnement que je fais avec mes clients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je vais soit communiquer, soit prospecter, soit réfléchir à mon offre. En fait, tout est complètement interrelié. Moi, si tu me demandes aujourd'hui est-ce que je fais de la prospection, je considère que j'en fais pas parce que je ne démarche pas des gens. Effectivement, la prospection à froid par mail, par téléphone ou par LinkedIn, malheureusement, ça existe quand même encore, mais ça ne marche plus vraiment, faut le dire. Les gens sont saturés, ils en ont marre, donc ça ne marche plus. Et j'ai fait comme tout le monde à un moment donné, même si j'étais contre, j'ai essayé parce qu'il faut tout essayer, il faut quand même se confronter à la réalité, donc il faut voir se faire ses propres armes. Et à un moment donné, tu te dis, je vais quand même essayer pour voir, même si je pense que ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Voilà, mais il fallait que je l'essaye pour en être sûre. Donc effectivement, il y en a encore qui le font, mais ça ne fonctionne pas parce que y a cette notion que tu disais très bien, Charlotte, on est dans des relations interpersonnelles. Donc, au final, la première des choses à faire, c'est de réseauter. Mais réseauter, ça peut être communiquer, ça peut être se déplacer, ça peut être... Donc, c'est pour ça qu'en fait, la vision de la prospection, si tu me demandes aujourd'hui combien de temps j'y passe, zéro. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je discute avec des gens, c'est que je publie sur LinkedIn, c'est que je fais par exemple, je participe à des podcasts, c'est que je m'appuie sur des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler, où on se renvoie des clients mutuels. Je travaille énormément comme ça. Moi, personnellement, je ne fais pas du tout de présentiel, mais parce que géographiquement, tu l'as compris,
c'était pas trop le truc. Voilà, mais effectivement, quand on est dans un lieu et qu'on peut le faire, il faut connecter avec des gens, que ce soit en physique ou de manière par écran interposé, parce que moi, finalement, je fais tout par écran interposé, mais je connecte énormément. Donc, on ne peut pas siloter. Ça, c'est ma première conviction profonde, c'est que tu ne peux pas siloter ta com de ta prospection, de réfléchir à tes offres, parce que tout est complètement lié. Et que si tu as une offre, entre guillemets, pourrie, parce que tu l'as mal réfléchie et que tu communiques à fond et que tu prospectes à fond, ça ne marchera pas. Et ainsi de suite. Voilà, donc, tout est complètement relié. Après, par rapport à ta question, du coup, sur le quoi vendre, donc sur vraiment ton positionnement marketing. Ouais. Je fais partie de ceux qui partent du principe qu'il faut de toute façon se nicher, mais dans se nicher, en fait, tu peux te nicher dans plein de domaines différents. Ça peut être se nicher sur une expertise, ça peut être se nicher sur un secteur d'activité, ça peut être se nicher sur une typologie de clients. Donc, en fait, c'est juste à toi de trouver quelle est la bonne niche par rapport à ta meilleure expertise, et c'est ce que disait Charlotte, par rapport à ta zone de génie. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire le mieux, et surtout, qu'est-ce qui va transformer le plus ton client. Idéalement, qu'est-ce que tu aimes faire aussi, parce que quand même, si c'est ce que tu le fais très bien, mais que c'est pas ça que tu aimes faire, à un moment donné, ça va pas durer. Et effectivement, derrière, de venir cibler quelque chose d'assez petit, parce qu'en fait, à partir du moment où tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu vas vendre tellement de trucs que ton client, il va pas comprendre, enfin, le prospect, il va pas comprendre ce que tu vends, et ça va pas le rassurer. Donc, il faut effectivement arriver à trouver le meilleur curseur d'adéquation entre la taille de ta cible et la taille de ton périmètre d'activité. Pour autant, tu n'es pas non plus obligé d'être hyper spécialiste. Je veux dire, consultant marketing, aujourd'hui, c'est pas non plus de l'hyper spécialisation. Pour autant, à l'intérieur, j'ai des spécialités. Donc, voilà, c'est un peu faut arriver à tout doser. À la fois le secteur d'activité, le type de client et le portefeuille d'expertise. Okay. C'est ton point de vue aussi, Thibaut? Ouais, je pense pas avoir grand-chose à redire. C'est vrai qu'il faut essayer plein de choses, voir ce qui marche, où est-ce qu'on est à l'aise ou pas. Peut-être le seul truc que je peux rajouter par rapport à ça, parce que j'ai vu qu'il y avait Alexis dans les auditeurs et j'ai discuté sur LinkedIn rapidement cette semaine. Il y a un truc aussi qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est qu'il y a quand même si tu fais une stratégie de prospection, de com et que tu mets plein de choses en place, il y a un paramètre d'aléatoire et de hasard qui est pas anodin. Ouais. Et moi, vraiment, c'est mon sentiment là au bout de 2 ans, c'est que parfois tu fais plein d'efforts, tu contactes plein de gens, tu es à fond, tu communiques et tout, il se passe rien. Et parfois tu fais rien de particulier et il y a 3 missions qui te tombent dessus, un peu comme ça et ça fait partie du jeu. Donc oui, il faut essayer plein de choses, il faut se rendre visible quand même un minimum parce que sinon si personne sait que tu existes, c'est compliqué. Après, il faut trouver la bonne façon de le faire, mais voilà, il y a aussi ce côté timing où peut-être que la boîte qui a besoin de toi, elle va te trouver dans 3 mois ou 6 mois. Voilà, Ouais. c'est un peu J'ai mon voisin qui est artisan et ça marche. Enfin, ce retour-là, je pense qu'il est effectivement sur toutes les activités d'indépendants, quoi. Si je Oui, peux vas-y. ajouter juste une petite chose aussi, et ça, c'est une conviction que je me suis un peu construite ces dernières semaines, c'est que on le voit tous et toutes, 2025, ça a été quand même une année compliquée. On ne sait pas trop ce que ça va donner 2026. Une année compliquée pour certains freelances, même si on en voit qui s'en sortent très, très bien. Et le secteur de l'impact qui est en plein mouvement et qui doit un peu se réinventer, en tout cas pour les structures qui dépendent de subventions. Et malgré tout, moi, je vois des free qui s'en sortent très bien. Donc, je me suis un peu questionnée de qu'est-ce qui fait la différence, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment le sujet, c'est la confiance. Donc déjà, c'est avoir confiance en son offre. C'est pour ça que, et je te rejoins Charlène, c'est pour ça que c'est important d'être sur des offres où on sait qu'on va apporter de la valeur, parce que cette conviction, on saura la partager. Et il faut aussi ensuite instaurer une confiance avec les personnes. Et c'est pour ça que l'écoute, l'empathie, donner aussi des conseils gratuits, ça va jouer énormément. Et la troisième chose, et moi je le vois dans la communauté sociale Déclic, c'est la confiance avec ses pairs. Ouais. Et en fait, on sous-estime énormément la prescription entre freelances. Sur la communauté sociale Déclic, il y a 50% à peu près des missions qui ne proviennent pas de nous, donc qui allons chercher les missions chez les acteurs, mais c'est entre elles et eux, entre les membres de la communauté. Ouais, en mode collectif. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de créer, de tisser un réseau vraiment de confiance. Et j'ai l'impression qu'avec cette crise-là, c'est quelque chose où ça va de plus en plus se resserrer finalement. Et on va être sur des cercles plus petits. On le voit aussi sur des événements. Ce qui fonctionne mieux aujourd'hui, c'est des petits événements en petits comités où on va pouvoir se parler franchement, sincèrement et pouvoir créer ces relations de confiance. Donc, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça aussi qui va faire la différence dans les années à venir.
Alors justement, avant qu'on parle du dernier sujet qui rebondit très bien sur ce que tu dis, qui est celui de la rémunération, hein, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que Social Déclic, il y a une promo là qui va partir en janvier, hein, la prochaine. Oui. Si vous voulez recevoir toutes les informations sur Social Déclic, vous avez un lien en description de la plateforme, hein, vous regardez juste en dessous de l'écran, et il y a un petit QR code aussi qui s'affiche. Voilà, si vous ne regardez pas sur votre téléphone, vous avez la possibilité de suivre ce lien-là, et vous recevrez un mail avec toutes les informations qu'il faut savoir sur Social Déclic, la formation, la communauté, etc. etc. Donc voilà, comme ça vous avez tous les détails. Alors sur ce dernier point justement de la rémunération, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais on va essayer de faire vite, mais même si je sais il est très important, est-ce qu'aujourd'hui on vit en tant que freelance correctement? Alors je ne dis pas dans l'opulence, mais est-ce qu'on vit correctement en tant que freelance? Et surtout, tu le disais toi Charlène, tu as une famille derrière, c'est un projet de couple, un projet familial finalement. Comment est-ce qu'on le gère sur un temps long? Parce que tu l'as dit, Thibaut l'a dit tout à l'heure, parfois je vais avoir 3 offres sur le mois, puis parfois je ne vais pas en avoir pendant un autre mois. Comment est-ce qu'on gère cet aspect financier? Eh ben, en ce qui me concerne moi, c'est réellement une question de mindset et de pas me voir comme moi toute seule, mais comme une entreprise. C'est-à-dire que réellement, il faut que je pilote mes offres, ma com, mon administratif, ma compta. Et la compta, c'était un gros point faible chez moi. Et donc, il a fallu que je me fasse accompagner pour avoir une vision sur ma trésorerie, comment ça se gérait, l'anticiper, faire un budget, gérer mes dépenses de manière assez millimétrée quand même. Et ça va jusqu'à revoir mes offres pour que la façon que j'ai à la fois de les pricer mais de les construire, ça correspond avec une certaine sécurité financière dont j'ai besoin. Ouais. Je donne un exemple très concret, c'est moi j'ai des offres, en fait j'ai pas de recurring, mes clients c'est du one shot, je vais les accompagner entre 3 et 6 mois et après je passe au client suivant. Donc en fait j'ai une très forte volatilité dans je sais pas ce qui va se passer le mois d'après. Enfin globalement j'ai à peu près 3 mois de visibilité et encore quoi. Donc, je ne fais pas partie de par la nature de mon métier, de ceux qui ont un revenu très récurrent. Donc, c'est aussi à un moment donné, comment tu changes ta façon de vendre tes offres, comment tu crées des offres qui te permettent, dès le début, potentiellement, d'avoir du récurrent. Donc, moi, j'ai essayé de revoir un peu toutes mes offres pour avoir du partenariat régulier. Donc, j'ai un partenaire avec qui j'ai un contrat annualisé où je sais que j'ai du mensuel. En fait, c'est un apporteur d'affaires et je sais que tous les mois, j'ai une certaine somme qui est sécurisée. J'ai des très gros accompagnements qui vont durer 6 mois, mais j'ai aussi des offres à la journée sur des petits budgets. Donc, c'est vraiment d'avoir travaillé tout mon portefeuille d'offres aussi pour que ça me donne une certaine stabilité, de ne pas aussi travailler avec que des clients dans le même secteur. Voilà, j'ai de la start-up, j'ai de la TPE, j'ai de l'indépendant. Enfin, voilà, finalement, c'est comment tu peux te sécuriser au maximum, même si tu ne sais jamais. J'ai fait comme tout le monde, j'ai eu des mois très compliqués en 2025 et des mois très très bons. Donc, voilà, tu peux pas avoir une régularité parfaite, c'est pas possible. Et des free qui vivent très bien, j'en connais. Voilà. Moi, personnellement, j'ai mon objectif de chiffre d'affaires, ça se passe bien. Et encore une fois, j'ai une forte charge financière, notamment parce que en plus de ça, c'est moi qui ai le plus gros revenu à la maison. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc c'est faisable, mais tu peux pas le faire en sortant du mouchoir sans l'avoir posé, sans l'avoir réfléchi. Ça, c'est pas fait tout de suite. Enfin voilà, la première année, j'avais la chance d'avoir encore Pôle emploi pour me couvrir en parallèle. Enfin voilà, c'est une réalité. On ne gagne pas tout de suite extrêmement bien tout ce qu'on veut. Ouais. Parce qu'on tâtonne, on se cherche en fait, c'est logique. On crée un business, donc il faut le temps de trouver son équilibre. Thibaut, toi, tu le ressens comme ça aussi? Ouais, un peu même chose. Pareil, j'ai eu la chance de partir en rupture conventionnelle de ma dernière entreprise. Donc, même chose, j'ai eu des premiers mois où je pouvais avoir du coup Pôle emploi. Donc, voilà, ça aide toujours. Clairement, je vais pas vous vendre du rêve et vous dire que je gagne 10K par mois. J'ai réussi à en vivre relativement assez vite, mais en tout cas à payer les factures. Voilà. Oui, clairement, c'est très instable en fait. On peut, comme le disait Charlène, avoir des bons mois et puis après avoir très peu. C'est un peu un parcours du combattant et notamment cette année où il y a eu vraiment eu des gaps, je trouve, particulièrement élevés. Ça montait parfois plus haut, mais ça descendait aussi beaucoup plus bas, donc c'était parfois assez complexe. Puis il y a toujours effectivement des projets qui doivent se lancer et qui finalement non, ou alors ils s'arrêtent beaucoup plus tôt que prévu, donc t'es misé dessus et puis en fait tu peux pas compter là-dessus, donc c'est un peu particulier.
Je crois que c'est Charlotte au tout début, tout à l'heure, qui parlait d'aversion au risque, ou je sais plus, peut-être Charlotte, Mmh. je me souviens plus. Charlotte. Moi, j'ai pas forcément de maison à rembourser ou de famille à assumer, etc. Mais j'ai une petite aversion au risque. En tout cas, je voulais tenter l'aventure, mais je voulais pas que ça me mette dans le rouge et que voilà, ça soit compliqué à ce niveau-là. Donc, j'avais fait attention aussi avant à me constituer un matelas de sécurité au cas où, en fait, peu importe ce qui peut arriver. Et j'ai bien fait parce qu'effectivement, cette année, sans ça, j'aurais été voilà, enfin, il y a parfois des questions qui se posent et du coup, à un moment, on se dit: «Bon, bah, là, en fait, j'ai pas de visibilité, qu'est-ce qui va se passer?» Donc heureusement, ça m'a permis de tenir. Là, j'arrive enfin, au bout de 2 ans pile, à une situation où j'ai de la visibilité, où donc, j'ai, entre les cours et les missions d'accompagnement, là, de la visibilité jusqu'au début d'été prochain. Donc c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. D'habitude, effectivement, c'est plutôt, autour des 2-3 mois dans ces eaux-là. Là, j'ai plus de marge, donc vraiment ça fait du bien, mais ça met du temps à arriver, effectivement. Moi, j'avais aussi passé un peu de temps au début, à me former un peu et à construire mon réseau et entre guillemets «à prendre mon temps». Et c'est vrai qu'à un moment, il faut concrétiser parce qu'il faut payer le loyer, manger et voilà. Donc oui, ça peut mettre du temps et en fonction de votre aversion au risque, c'est aussi un truc qu'il faut anticiper pour savoir, bah, jusqu'où je peux me permettre d'aller et qu'est-ce qu'il me faudrait pour, être confortable, on va dire psychologiquement par rapport à mon activité. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Alors, on va prendre 2-3 minutes pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Donc, pareil, c'est ouvert à tout le monde. Pensez-vous, alors on a j'ai pas le prénom, j'ai user LinkedIn. Pensez-vous que les missions à impact vont être de plus en plus présentes sur le marché ou au contraire reculer? Ça dépend des marchés. Je pense qu'il y a une vraie place sur certains secteurs d'activité et sur d'autres, il n'y en aura jamais. Donc, il faut choisir le bon secteur d'activité. Après, il y a quand même une tendance globale où les gens se posent de plus en plus de questions, les consommateurs se posent des questions, donc les entreprises sont obligées d'y répondre. Quand même un minimum. Il y a aussi toutes les obligations légales qui sont mises en place pour les entreprises. Donc, Oui. globalement, ça ne peut pas diminuer. Par contre, je ne crois pas au fait que ça sera la norme de demain et qu'il y en aura dans tous les secteurs d'activité. C'est une belle utopie, on aimerait bien, mais j'y crois pas. Alors, moi, je rebondis un peu sur cette question. Alors, j'ai suivi le feuilleton, mais je t'avoue que les épisodes m'ennuient un peu. Mais le feuilleton de la CSRD qui a été décalé au dernier moment, voilà, je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui ont dégraissé malheureusement, qui avaient recruté en fonction et qui, bah, du jour au lendemain, ont dû licencier des gens, ce qui est bien dommage. Est-ce qu'avec le retour de la CSRD, alors, sous une forme un peu différente, on ne le sait pas encore, voilà, on ne sait pas encore vraiment quand, est-ce que vous pensez qu'il y a un marché qui va s'ouvrir autour de cette thématique si elle revenait, mettons, l'année prochaine Si tu pour veux, les je freelances? peux commencer à répondre. La CSRD revient pas plus que ça. Alors il y a la version volontaire avec la VSME qui est possible. Effectivement, il y a eu une redescente de soufflet, extrêmement violente, en février, fin février, Ouais. autour de ces sujets puisque énormément de boîtes devaient être concernées et finalement il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Moi, personnellement, ça me concerne pas tant que ça parce que ma cible, c'est les PME. Donc c'est pas forcément les grands groupes ou ETI qui vont être concernés, qui devaient être concernés, à court terme. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment, bah, là, s'il y a du politique, il y a du réglementaire au niveau européen, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été un levier, d'embarquement, de l'économie européenne qui aurait été énorme. Donc franchement, c'est très dommageable. Maintenant, je tempère un peu en disant que, même les petites structures pas concernées par cette réglementation ont aujourd'hui besoin d'avancer sur la RSE. Moi, 100% de mes clients, c'est des PME du coup, plus ou moins grandes ou parfois des ETI, mais bref, ou des TPE même, qui ont pas d'obligation réglementaire, mais qui ont des clients, qui commencent à poser des questions, qui commencent à avoir des clauses dans les appels d'offres autour de la RSE, qui commencent à avoir des exigences autour de labels et en fait, qui sont obligés d'avancer parce que leurs parties prenantes et notamment leurs clients, leur disent, «Nous, on veut bosser avec des gens qui sont engagés», même s'ils sont pas du tout dans l'impact positif, hein. Ça peut être dans l'industrie, des agences de com, et cetera. Donc, la CSRD, ben, pour moi, c'est un gros flop et c'est vraiment dommage. Mais en fait, malgré tout, ça avance quand même parce que l'économie, est quand même en train de progresser, même s'il y a un peu d'inertie. On voit qu'il y a des changements quand même qui se passent.
Ok, bah merci beaucoup à vous trois. Alors, malheureusement, j'avais écrit les questions pour qu'on fasse un épisode de 3 heures, mais bon, voilà, le sujet me passionne personnellement, donc voilà, c'est ultra intéressant. Je vous remercie vraiment de votre temps et j'espère que vous qui nous écoutez, ça a pu vous éclairer cet échange. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça vous a parlé, n'hésitez pas à aller découvrir Social Déclic. Encore une fois, vous avez un lien en description du podcast et puis également sur les plateformes de replay, vous aurez le lien et il y a également un QR code qui s'affiche sur votre écran. Voilà, pour retrouver une formation complète, une communauté ultra bienveillante. Voilà, vous avez deux représentants, deux ambassadeurs de la communauté en plus de Charlotte qui disent un petit peu l'énergie collective que vous allez retrouver là-bas. Et puis nous, comme toujours, on se retrouvera pour un prochain épisode de Vista Podcast très bientôt. Vous pourrez retrouver les replays sur Deezer, Spotify et YouTube, Vista Podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Beth, Bonne merci. journée tout le monde.